bienvenue à Faire les murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Je suis Émilie Belval-Lavillonnière. Aujourd'hui, je vous invite à faire le mur avec Christine Lecomte, architecte DPLG, lauréate du palmarès des jeunes urbanistes en 2010 et également présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes depuis juin 2021. Cet entretien va être l'occasion d'échanger sur ce rôle et les engagements que cela sous-tend, mais également plus globalement sur le métier d'architecte et les changements auxquels il doit faire face. Bonjour à tous. Bonjour Christine Lecomte. Bonjour. Alors depuis 18 mois maintenant, vous êtes donc présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. On ne pouvait rêver meilleur invité à ce micro pour évoquer la place de la profession d'architecte dans la fabrique de la ville. Pour commencer notre échange, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste votre rôle à la présidente du CNOA ? Alors, le CNOA, le Conseil national, c'est l'organisme sous tutelle du ministère de la Culture qui regroupe l'ensemble des architectes français, c'est-à-dire les 30 000. On a principalement deux missions. Une qui est très régalienne, qui est tournée sur la protection du public et donc qui fait qu'on doit veiller à ce que les architectes soient formés, respectent un code de déontologie et soient assurés, notamment, parmi les missions. Et l'autre rôle, c'est la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. Et donc, dans cette représentation, il y a, par exemple, le devoir de conseil vis-à-vis de tout ce qui est d'intérêt général, et en l'occurrence aujourd'hui, par exemple, les défis du XXIe siècle. Au-delà de ce rôle de représentation, il y a donc un enjeu de valorisation du métier d'architecte et puis de re-questionnement de ce que cela signifie d'être architecte, comme vous le disiez, au XXIe siècle, face à un monde en évolution constante. Donc un rôle de valorisation auprès des décideurs, des acteurs publics, des parties prenantes de la fabrique de la ville. Justement, face à ces enjeux qui changent, quelle est la place des architectes dans la fabrique d'une ville consciente de ces évolutions ? Oui, alors déjà peut-être revenir, parce que j'ai pas précisé, mais évidemment, on n'est pas un syndicat, l'ordre, hein. Donc on n'est pas dans une fonction syndicale de corporatisme légitime. Nous, on est un organisme qui représente l'intérêt public de l'architecture. On travaille toujours vers cet intérêt public et pour cet intérêt public. Après, évidemment, du coup, on doit observer la profession d'architecte. Par exemple, en ce moment, on vient de sortir un document qui s'appelle Archigraphie et qui étudie sociologiquement, démographiquement et économiquement la profession. Et nous, effectivement, aujourd'hui, quand on voit notamment les crises du siècle, que sont la crise du dérèglement climatique, la crise de la pénurie des ressources et la crise de la biodiversité, mêlées à des crises sociétales assez fortes, les phénomènes migratoires, le vieillissement de la population, la crise du logement, on se rend compte que le rôle de l'architecte, il a énormément évolué parce que quand il y a ces crises qui se confrontent les unes aux autres, les modes de production de la ville doivent évoluer. Par exemple, on doit moins gaspiller de matières premières. Donc, il va falloir réemployer. Donc, quand on réemploie ou quand on utilise des matériaux, on va dire, qui sont des matériaux qui ne bousillent pas les ressources de la planète, on a une autre manière de concevoir. On n'est pas en train de regarder les catalogues avec des produits qui viennent de partout, de Chine, etc. On se pose la question comment on fait de l'architecture en circuit court. Donc ça questionne en fait nos modes de faire. Et puis on se pose des questions sur, on passe d'un urbanisme qui a été très très lié par exemple à l'individualisme, à la voiture, au gaspillage de terres agricoles, un urbanisme qui est beaucoup plus partagé, où on va mutualiser des fonctions, où on va penser la densité par le temps. Et donc forcément, ça questionne, comme tous les métiers du cadre de vie et de l'acte de construire, ça nous questionne. Et la place de l'architecte aujourd'hui, elle est forcément engagée. Ne serait-ce aussi parce qu'on est une profession d'intérêt général, on a un volet qui est évidemment, on doit vivre, bien sûr, donc il faut gagner sa vie, mais le fait d'être une profession réglementée, ça nous oblige, c'est-à-dire qu'on a à la fois des droits, c'est nous qui déposons les permis de construire, mais on a des devoirs. Et le devoir principal, il a été écrit dans la loi 77, c'est la qualité de ce que l'on produit pour l'environnement, les paysages, etc. Et à partir de ce moment-là, forcément, la position de l'architecte aujourd'hui au XXIe siècle, elle est un peu lanceur d'alerte. On doit plus travailler à la parcelle sans se préoccuper de ce qui se passe autour. On doit faire attention au milieu, à la gestion de l'eau, au sol, à la relation des bâtiments et des écosystèmes. Donc, on est bien plus large que simplement je vais dessiner un projet sur un bout de papier.
Effectivement, on voit que ces engagements, sont très portés, hein, par le Conseil national, de l'ordre. En 2022, il y a un plaidoyer qui a été, rédigé qui s'appelle, je cite: «Habitat, ville, territoire, l'architecte comme solution» et qui porte, hein, ces propositions pour, des stratégies publiques fortes en matière d'aménagement, qui soulignent vraiment le rôle de l'architecte comme levier de cette transition. Donc ça, on le voit dans les textes. Ma question maintenant, c'est comment ce plaidoyer et puis tout ce qu'il y a derrière, hein, tous ces engagements que vous nous avez rappelés, ces droits et ces devoirs de l'architecte sont appropriés, d'une part par les architectes eux-mêmes dans leur globalité, puisqu'on parle bien, vous nous avez dit voilà 30 000 architectes, inscrits au Conseil national de l'ordre, donc ça représente beaucoup de monde, mais aussi, par les décideurs, puisque en tant qu'architecte, vous êtes effectivement au service, de territoires, de bénéficiaires, mais vous travaillez aussi avec, voilà, différentes parties et notamment, les décideurs. Oui, alors, c'est vrai qu'on a sorti un plaidoyer qui s'appelle Habitat, ville, territoire, l'architecture. C'est pas l'architecte, c'est l'architecture comme solution et c'est vraiment important. Et c'est vrai qu'on avait, 5 axes qui vont, finalement des questions territoriales et d'aménagement du territoire. Nous, on dit même plutôt ménager qu'aménager, jusqu'à la question des filières de matériaux et les ressources utilisées pour décarboner. Et dans ce plaidoyer, qui a été fait en concertation avec les 300 élus régionaux, c'est-à-dire nous, on a des élus de l'ordre dans toutes les régions et on les a concertés et on a fabriqué ce plaidoyer ensemble. Et ce plaidoyer, il a une double fonction. Il a à la fois la fonction d'aller dire, bah voilà, aux décideurs, voilà la posture et la position ferme qu'on vous lance parce que on sait qu'aujourd'hui, face aux défis et aux enjeux, il y a besoin d'une profession et nous, les architectes, l'architecture est vraiment au service d'eux et propose des solutions face à ces crises. Par exemple, je parlais tout à l'heure d'étalement urbain, de formes urbaines. On sait faire des formes urbaines denses et qui ont des qualités d'usage qui peuvent ressembler à la ville étalée, par exemple. Donc, ce plaidoyer, il est à la fois pour les pouvoirs publics, mais il est également pour les architectes, pour nous rassembler autour en fait d'une vision et de paroles fortes. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le document dont je vous parlais tout à l'heure, Archigraphie, qui fait ce regard sur la profession, on a posé des questions qui sont en lien avec le plaidoyer et on a eu des réponses assez intéressantes puisqu'on a 87% des architectes en 2020 qui ont pratiqué la rénovation. La rénovation, c'est le sujet du siècle. C'est-à-dire que nous, on voit bien qu'il y a un balancement entre construire du neuf, qui existera toujours, mais aujourd'hui, les enjeux, et notamment pour obtenir les objectifs 2050 de zéro carbone, eh bien, c'est d'agir sur le bâti existant. 80% du bâti de 2050 est déjà présent, est déjà là, on ne va pas le réinventer, et 100% de ce bâti n'est pas, ou quasiment, n'est pas conforme à ce qu'on a besoin d'attendre. C'est-à-dire le confort d'été et le fait de réduire les passoires thermiques dans certaines régions. Donc, le fait que les architectes s'investissent énormément dans la rénovation et que factuellement il y ait des chiffres, c'est hyper important. On a eu dans ce sondage, non d'ailleurs c'est pas un sondage, c'est une recherche, on a eu aussi parole des architectes sur le devoir de conseil. Le devoir de conseil, c'est une obligation dans notre profession. Et aujourd'hui, les architectes se le réapproprient, notamment pour aller voir leurs clients, ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage, et leur dire, mais écoutez, par exemple, hein, monsieur le maire, vous voulez faire une salle polyvalente, vous voulez démolir ce bâtiment, reconstruire. En fait, cette grange, elle a des qualités spatiales, ça tient encore debout. On va peut-être faire une étude pour vous montrer qu'on est à l'équilibre et que c'est pas plus cher de réhabiliter que démolir, reconstruire, ce qui est un peu ce qu'on entend toujours. Et en fait, on voit que ce devoir de conseil, de plus en plus les architectes se le réapproprient. Et enfin, les architectes se forment. Et là, ce qui est extrêmement intéressant pour nous, c'est qu'on a dans cette recherche 75% des architectes qui ont répondu, qui se sont formés dans les 3 dernières années sur des sujets de transition, les matériaux biosourcés, la question de la réhabilitation, etc., etc. Et donc voilà, ce lien entre ce que nous avons sorti comme plaidoyer et la profession, il est très très fort aujourd'hui. Et dans ce plaidoyer, ben c'est vrai qu'on pose des questions qui sont parfois peut-être compliquées à entendre. Par exemple, le fait de se questionner sur la démolition.
Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de démolir, parce que parfois, quand on démolit, on soustrait un peu et on donne un peu d'air et ça permet d'accepter la densité, mais de se poser la question de tout ce qui existe est déjà une ressource. Et ça change de paradigme et ça change la façon dont on pense l'architecture. Effectivement, on voit cet engagement, hein, de valorisation de l'existant, de valorisation des ressources locales et du coup tout le travail de réinterrogation des pratiques et puis de pédagogie du coup que vous devez avoir, auprès, vous l'avez dit, des maîtres d'ouvrage. Du coup, ça me fait poser la question, de l'autre pendant, hein, des bénéficiaires de votre action, qui sont les habitants. Est-ce que ce travail de pédagogie, de déconstruction ou de construction, en tout cas de nouvelles références, c'est aussi quelque chose que vous menez? C'est aussi un de vos rôles que d'avoir, cet objectif de co-construction avec les habitants, de sensibilisation aux nouveaux usages? Les habitants, en fait, ils sont au cœur, ils sont au cœur de la pratique. Moi, j'ai la chance d'enseigner et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est en première année, devant des jeunes qui arrivent dans le métier d'architecte et qui veulent faire ce métier et qu'on leur dit: «Mais pourquoi vous venez en école d'architecture? Qu'est-ce que vous attendez?» Vous avez aujourd'hui, la plupart vous disent: «Mais en fait, moi, je veux faire du bien aux gens». Donc déjà, il y a ancré dans la profession d'architecte une volonté de donner un cocon, un abri à nos vies. Et cet abri, il doit être confortable, il doit nous faire qu'on se sente bien. Donc c'est à la base du métier. Ensuite, c'est vrai que comme là, on est dans un moment de transition, de changement frontal, eh bien, on doit embarquer les habitants, on doit partir de leur vision, de leur compréhension et monter en fait des récits communs. Parce qu'en fait, si on n'est pas dans le même récit, déjà le projet fonctionne pas. Mais en plus, on doit partir de ce qui est là, du terreau, en fait, pour justement réussir à ce que le projet s'adapte et soit en lien avec ce que les habitants ont envie. Alors là où je mets un bémol, c'est que on a aussi vocation à leur donner de l'information. C'est-à-dire qu'un habitant a son vécu, mais pour décider, il faut aussi travailler dans le commun et ce qui est commun, c'est-à-dire sortir de simplement son vécu, c'était pas moi, mon jardin, etc. Mais c'est aussi comment est-ce que on repense nos façons et nos manières d'habiter collectivement, parce que, eh bien, la manière d'habiter collectivement au XXe siècle ne nous permet plus aujourd'hui d'assurer l'habitabilité de la terre et donc notre première maison. Et donc c'est ça, il y a un paradigme qui est très important, c'est-à-dire à un moment donné, il faut aussi rappeler des chiffres. Quand on dit en 2100, 70% de la population mondiale subira 20 jours de canicule mortelle par an, on est dans un constat. Quand on exprime aux gens, mais vous savez hein, qu'il y aura 4 fois plus de climatisation en 2050 si on continue sur la même pente. 4 fois plus de climatisation, c'est autant de gaz à effet de serre supplémentaires et autant de problématiques. Quand on commence à dire aux habitants du Havre, par exemple, ou d'ailleurs, que la montée des océans va concrètement les impacter, en tout cas, quand on suffit de regarder les canicules, on sait aujourd'hui qu'on est impacté. Et en fait, c'est là où euh, bon, on entendait le président de la République dire qu'il aurait pu prédire le réchauffement climatique. En fait, aujourd'hui, on y est. On y est tellement que on a plus besoin de dire aux habitants bon bah c'est comme ça, faut nous croire sur parole. On est embarqué ensemble et donc on est en capacité de se reposer la question. Mais si on est embarqué ensemble, comment on fait pour finalement accepter de partager, de choisir, etc. Et donc la concertation devient essentielle au projet. Un projet qui moi m'a marqué beaucoup, c'est la Cité du Lignon à Genève, où j'avais rencontré un jeune enfant qui avait participé à la concertation de la rénovation thermique de cette barre de logement qui fait, je crois, 1,2 km de long. Vous regarderez, c'est assez impressionnant. Et l'enfant me disait, moi j'ai tout compris et je suis fière d'habiter là. Et en fait, il avait une fierté de ce qui s'était passé en rénovation. Et c'est là où on sent qu'aujourd'hui, redonner en fait le pouvoir de compréhension aux gens, c'est essentiel. Effectivement, je pense qu'il y a énormément de choses très importantes dans ce que vous venez de nous dire. On voit qu'on sort d'une année 2022 qui a été vraiment le théâtre de multiplication de crises, enfin les crises climatiques, environnementales, mais même sociétales, hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
on est peut-être dans une étape où, on ne peut plus nier ces changements et la nécessité absolue de ces changements. Peut-être que ça va faciliter, leur mise en œuvre, leur appropriation. En tout cas, on l'espère. J'avais une autre question à vous poser. Dans ce que j'ai pu lire de vos écrits, de vos prises de parole, j'entends que vous préférez le terme de politique de l'habitat plutôt que de politique du logement. C'est quelque chose, qui m'intéresse puisque, nous, à Espacité, on se définit comme une agence spécialiste de l'habitat et de la ville, avec donc ce choix, de vocable également. Et donc, ça m'intéresse d'avoir, votre explication de, pourquoi ce vrai choix sémantique. En fait, la question, elle est assez claire. C'est que le logement, ça ramène souvent à la cellule et ça ramène aussi à la quantité et au nombre. Et depuis des années, on a des politiques du logement qui nous disent, de manière assez légitime, hein, tout le monde n'est pas logé, on a beaucoup de gens à la rue ou beaucoup de gens qui ne trouvent pas de logement, il faut en construire. Et la question que moi je pose, c'est que, en fait, on traduit un constat toujours par un chiffre. En gros, on nous dit, les gens n'arrivent pas à trouver à se loger, il faut en construire. C'est vrai, il faut construire du logement. Mais en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on a regardé si on avait de l'espace et déjà des logements libres. Donc, quand on dit ça, à chaque fois, on nous ramène sur oh là là, les logements vacants, c'est pas bien, faut arrêter de dire ça. Faut qu'on. Le problème, c'est que on prend jamais la chose dans sa globalité. C'est-à-dire que oui, si on prend juste la politique du logement, oui, c'est sûr qu'il va manquer des logements en métropole, à Paris, etc., etc. Mais si on dézoome un petit peu, on se rend compte que si on prend une politique de l'habitat, on se rend compte que ça devient aussi une politique d'aménagement du territoire et que finalement, quand on a de la vacance dans les villes moyennes, quand on a des villes où il y a des revitalisations possibles de centre-ville ou de centre-bourg, et qu'à côté, eh bien, on se concentre tous dans des métropoles qui, par exemple, sont qualifiées de barbares par Guillaume Faburel, le géographe, mais qui nous questionnent aussi sur la manière dont on est, par exemple, soumis aux pollutions, à des stress métropolitains. Est-ce qu'on a tous envie de vivre en métropole? Je veux dire, la question se pose de la possibilité d'aller vivre ailleurs. Et donc, élargir la chose en passant d'une politique du logement à une politique de l'habitat, c'est aussi replacer le logement dans un contexte. Et se dire, le logement, c'est aussi la ville, c'est aussi l'endroit où on va emmener ses enfants à l'école, notre rapport au travail, les mobilités, la façon dont on vit. Donc la question d'habiter est beaucoup plus large et beaucoup plus liée, à mon avis, à une politique qui nous permettrait de sortir de l'impasse dont on n'arrive pas à loger tout le monde, si on la dézoomait et qu'on la reprenait dans sa globalité, sans avoir des politiques en silo, d'aménagement du territoire, de mobilité, de travail, et finalement, de fait, à se poser la question de il faut plus construire. On en revient effectivement à cet enjeu de prise en compte, d'une approche globale, des modes de vie finalement et de la valorisation des territoires et de la valorisation des usages et de ce qu'on en fait. Aujourd'hui, on sent, hein, qu'il y a quand même une prise de conscience, y compris au niveau, des décideurs les plus haut placés. On voit émerger, dans les dernières réglementations, dans les dernières lois des préoccupations, hein. Quel regard vous portez justement sur les nouvelles réglementations comme l'objectif de zéro artificialisation nette, comme, les objectifs énergétiques de RE 2020? Est-ce qu'on commence à faire un petit bout du chemin? Est-ce que pour vous, on se situe encore, beaucoup de façon beaucoup trop, prudente par rapport à l'ambition qu'il faut se donner? Moi je trouve, enfin, les deux lois que vous avez citées, hein, l'objectif ZAN ou la RE 2020, donc déjà ils sont pas sur le même volet. Non, c'était essentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut marquer des actes. La problématique, c'est comment on obtient ces objectifs, comment on atteint ces objectifs. Parce que j'en rajouterai un, c'est la question des passoires thermiques qui sont en location et qui aujourd'hui sont en train de créer en fait un énorme problématique finalement de logement possible pour la location. Donc, on a des objectifs et il faut les tenir. Et en fait, derrière un objectif, il faut mettre des moyens. Et c'est là où, en fait, il y a une forte question. C'est l'objectif ZAN. Il est bon dans sa globalité. Maintenant, c'est l'accompagnement au territoire qui doit être fait. Quand il y a un manque d'ingénierie, de proximité, je pense par exemple à la difficulté qu'ont les architectes à pouvoir contractualiser
avec des élus sur la question de plan guide, de travail sur la sobriété foncière, de stratégie un peu plus large. Donc là, nous, on a créé des outils pour les aider, mais en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on donne des moyens pour avoir ces objectifs. La question du RE 2020, c'est pareil. La RE 2020, donc la réglementation environnementale 2020, elle vient suppléer aux autres réglementations thermiques qu'il y avait avant, et elle questionne en fait sur la manière dont on construit et on conçoit. Et notamment, ça aboutit à beaucoup plus devoir mettre en œuvre des matériaux dits biosourcés et géosourcés pour obtenir des performances. Mais on n'a pas aidé les filières à se développer. On ne donne pas les moyens. Baisser la TVA sur les matériaux biosourcés, ça va permettre, par exemple, de réduire le coût et ça donnera une impulsion positive qui permettra aux promoteurs, par exemple, de ne pas être dans une recherche de bilan qui va finalement les faire réduire la taille des logements, retirer la qualité. Donc en fait, c'est comment d'un objectif qui est légitime et nécessaire, on met derrière les moyens pour réussir à accompagner les acteurs dans cette transition qui leur demande des mutations de métier. Un des enjeux, par exemple, pour moi aujourd'hui, c'est comment les promoteurs immobiliers vont passer une production qui est souvent que du neuf à une production mixte, voire quasiment que de la réhab. Et donc, c'est des modèles qui vont changer chez eux parce qu'on ne peut pas leur demander d'avoir le même. Donc, c'est vraiment les outils qui manquent aujourd'hui et qu'il faut qu'on arrive avec l'État à mettre en place. Effectivement, hein, on va devoir, comme vous le dites, changer de modèle, changer, d'approche pour concilier toutes les injonctions, hein, auxquelles on doit faire face, de qualité évidemment, de performance, mais aussi, de diminution des coûts. À la fois dans une objectif d'économie et de sobriété, mais aussi, parce qu'on a des ménages pour lesquels la question de l'accès financier au logement est une question de plus en plus prégnante. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Et on voit qu'aujourd'hui, tout l'enjeu, effectivement, d'arriver à articuler, cette obligation, de qualité et en même temps, de tenir compte, des capacités d'accès, des ménages au logement et un logement de qualité et un logement durable. Enfin, si je peux rebondir là-dessus, parce que la question de la qualité, elle peut pas être décorrélée du reste. C'est-à-dire que si on veut tenir l'objectif ZAN, on va travailler beaucoup sur la densité et on le voit aujourd'hui, l'acceptabilité de la densité, elle est compliquée pour les habitants. Et donc, à partir de ça, on doit comprendre pourquoi elle est compliquée. Elle est compliquée parce que finalement, souvent, on n'apporte pas quelque chose aux habitants quand on vient construire à côté d'eux. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on met en commun, comment on mutualise, qu'est-ce qu'on offre à quelqu'un qui vit dans un logement quand on vient construire un immeuble à côté de chez lui, qu'est-ce que ça lui apporte et comment est-ce que finalement on fait ville. En fait, ça nous re-questionne sur notre façon de faire ville ensemble. C'est ça qui est extrêmement passionnant. Et donc, forcément, à un moment donné, la place de l'habitant et la faire avec l'habitant, l'embarquer dans le récit est ultra nécessaire parce que les objectifs sont, enfin, le palier est énorme, quoi. La marche est énorme. Ouais, cette articulation, forme, usage, et société, on revient vraiment au principe initial de la cité et de, ce que c'était, voilà, cette cité. Vous avez parlé du coup de l'acceptabilité de la densité. On voit dans toutes les démarches qu'on anime que c'est un point central et ça repose, la question et l'enjeu que vous aviez évoqué, un peu plus tôt, qui était de donner de l'information et de donner de la formation, y compris au grand public, donc aux habitants qui vont être les premiers concernés aussi dans leur choix résidentiel. Aujourd'hui, on voit, du coup, on peut plus nier, hein, la place cruciale de l'architecture dans cette construction de nos sociétés. Est-ce qu'il existe, c'est justement ces canaux, de diffusion d'informations, de transmission, pour, bah, susciter l'intérêt du grand public à ces enjeux et réussir à les sensibiliser aussi à changer leur regard? Oui, bah, il existe des canaux. Alors déjà, l'écosystème de l'architecture, mais plus globalement, on va dire de l'aménagement, de l'urbanisme et du paysage, il est structuré, hein, dans les territoires en France. On a une grande chance, on s'en rend pas compte, mais on a tout le système des CAUE, par exemple, les conseils en architecture, en urbanisme, en environnement, sur tous les territoires, qui accompagnent les élus locaux, qui donnent des conseils, de l'information, de la sensibilisation
et aussi, et ça moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est génial dans notre pays, la possibilité pour un particulier d'avoir un conseil gratuit auprès d'un architecte dans son projet. Et ça, c'est comme un avocat commis d'office, c'est-à-dire qu'à la limite, l'architecture devient accessible à tous, ce qui est essentiel. Il n'y a pas de territoire qui doit ne pas avoir la possibilité d'architecture et il n'y a pas d'habitant qui n'a pas le droit à l'architecture. Donc les CAUE, c'est le premier point. Ensuite, vous avez les maisons de l'architecture. Alors elles sont très souvent associées à des équipes d'architectes très moteurs qui sont bénévoles et qui mettent en place toutes des expos, des balades urbaines, des résidences d'architectes et qui en fait participent à ce tissu-là. Bon, les conseils de l'ordre le font, mais à l'échelle plutôt des décideurs locaux. Et c'est vrai que cet écosystème, il participe de fait à aider. On fait aussi les journées d'architecture dans les classes. Enfin voilà, il y a tout un système qui est extrêmement fin. Mais néanmoins, on part de loin. Et on part de loin parce que je dirais qu'aujourd'hui, on a oublié qu'on habitait dans l'architecture. C'est-à-dire qu'on a des mots qui ont suppléé à l'architecture. L'immobilier, par exemple. Ou vous parlez d'un appart, vous dites un T3. Voilà. Et en fait, on a coupé le lien entre l'habitant et la discipline. Et c'est un peu comme quelqu'un qui parlerait de santé, mais par contre, dès qu'on arriverait dans le domaine médical, oh là là, ça c'est les spécialistes. Or aujourd'hui, l'architecture, c'est démocratique. Tout le monde a le droit de parler de l'architecture. Et l'architecture, surtout, c'est pas que c'est beau, c'est moche. C'est avant tout de l'usage. Et c'est vrai que les 20 dernières années ne nous ont pas aidés parce que finalement, l'arrivée des images de synthèse a figé l'architecture dans des belles perspectives ou des perspectives qu'on n'aimait pas, hein, je mets belle, mais voilà, en donnant une vision de l'architecture qui est purement de l'image. Alors qu'en fait, l'architecture, c'est avant tout une question d'espace et d'usage. Et donc de lien directement avec notre perception dans l'espace et la manière dont on se sent bien. Ouais, faire en sorte que les sensations et le ressenti reprennent le pas sur l'esthétisme, j'entends bien. Est-ce que du coup, vous nous avez parlé de lieux, hein, plutôt institutionnels comme les CAUE, les maisons de l'architecture. Est-ce que vous auriez d'autres suggestions pour nos éditeurs de lieux à visiter, soit d'opérations, emblématiques, soit de lieux grand public, de, vulgarisation de l'architecture ou des idées, de livres à lire, de choses à écouter? Bah oui, il y en a tellement, tellement, mais on peut en citer quelques-uns. Dans les lieux à visiter, tout ce qui, je trouve qu'aujourd'hui, les lieux qui peuvent être sujets à faire évoquer notre imaginaire, c'est tous les lieux qui mixent les usages. Par exemple, si je reste à Paris, j'en suis désolée pour les auditeurs qui ne seront pas parisiens, mais il y en a d'autres parce qu'il y a la friche de la Belle de Mai ou l'ancienne biscuiterie Lu à Nantes. Mais parlons par exemple du 104. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est ces lieux qui mixent un peu les usages et qui en fait permettent de voir aussi qu'un lieu a plusieurs vies. Par exemple, le 104, c'était les pompes funèbres à Paris avant, mais si on prend par exemple les Capucins à Brest, allez vous balader là-bas, c'est des lieux qui en fait donnent à voir du partage, mutualisent les usages, c'est très intéressant. Après, des lieux à visiter, à Paris toujours le pavillon de l'Arsenal, mais par exemple pour ceux qui sont en Normandie, le pavillon à Caen, c'est très intéressant, c'est un lieu d'exposition où les enfants viennent aussi faire des maquettes. Donc on a une vraie relation entre la construction de la ville et des lieux où on peut échanger là-dessus. Et puis des livres à lire, il y en a tellement, il y en a tellement, mais j'en ai deux. Alors il y en a un qui s'appelle Simplifions de Bernard Quirault, qui rappelle un peu les fondements du métier d'architecte. J'aime beaucoup ce livre parce que dans un monde où on est où il y a beaucoup de mutations autour de nos pratiques, etc., il repart des fondamentaux. La lumière, l'espace, le travail aussi de proportion pour qu'on soit bien dans un lieu. Et puis peut-être un autre ouvrage que moi j'aime beaucoup, c'est le catalogue du Terra Fibra Award, qui est le concours des architectures en terre et en fibres végétales mondiales. Et ce sont que des projets dans le monde entier qui parlent finalement de ce qu'on pourrait aborder comme étant l'architecture de circuit court, c'est-à-dire une architecture qui prend vie avec les matériaux locaux de proximité, qui sont des matériaux souvent soignants,
dans lequel il n'y a pas de composants organiques volatiles et en fait qui permettent aussi de s'adapter au climat et de faire qu'on est dans des lieux confortables. Eh ben, merci. Alors, traditionnellement, à la fin de ce podcast, on pose une question. Pour quelle cause, autre que celle qu'on a évoquée dans laquelle vous êtes très fortement engagé, vous auriez pu faire le mur? Bah, il y en a beaucoup parce qu'en fait, quand on est engagé pour l'architecture, il y en a beaucoup, mais je pense pour la cause des femmes, et les luttes contre les violences faites aux femmes, et les inégalités. Peut-être un petit mot pour, ce qui se passe notamment, en Iran aujourd'hui. La liberté de la femme et l'égalité, de tous, je pense que c'est ce qu'il y a de plus essentiel et aujourd'hui, je me sens un peu démunie vis-à-vis de ça, mais c'est un combat qui me tient à cœur et que je suis, avec passion. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous. Je retiendrai une phrase qui a fait écho de notre échange, l'architecture pour faire du bien aux gens. Et je trouve que ça résume quand même pas mal de choses de cet objectif, effectivement, de recréer du lien, respecter notre terreau, notre terre, et puis effectivement offrir des solutions tout en sobriété et tout en ressenti. Donc merci beaucoup à vous, vraiment. C'est à vous. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs et à bientôt à l'occasion d'un nouvel épisode de Faire les murs.